Complot. Histoire tirée du livre Edmond et autres nouvelles. Un recueil de nouvelles. L'histoire suivante est particulière. De nombreux passages sont issus de faits réels. Faits qui ont été mélangés à ma sauce avec un soupçon d'imagination. Prologue. Le contact entre terriens et extraterrestres se fera, à la demande de ces derniers, lorsqu'il n'y aura qu'un seul interlocuteur planétaire. Un seul interlocuteur, qu'est-ce que c'est? La chose est assez précise. Ils disent qu'actuellement, les peuples sont repliés sur eux-mêmes, ne voient que le bout de leur nez, le bout de leur jardin, pour ceux qui en ont. Voici un extrait d'une lettre que j'ai trouvée lors d'une de mes enquêtes. Chacun d'entre vous se dispute les découvertes, les inventions, les gouvernances. À qui devons-nous nous adresser? Qui est le chef de votre planète? Certaines parties du monde sont en forte croissance démographique, d'autres en décroissance démographique. Certains mangent à en mourir, d'autres meurent de faim. Certains vivent à plusieurs dans des logements minuscules, pendant que d'autres vivent seuls dans des logements immenses. Enfin, certains n'ont pas de logement du tout. Pourquoi de telles différences? N'y a-t-il pas un chef qui réglemente tout ça? Comment voulez-vous que nous prenions contact avec un peuple aussi désorganisé, aussi égoïste, aussi violent? Si vous vous entretuez entre humains, comment pensez-vous que vous réagiriez lorsque nous prendrons contact avec vous? Qui a écrit ça et qui étaient les destinataires de cette lettre? Chapitre 1er, la vaccination. C'est vendredi. Il pleut. Il est 19h25. Le téléphone sonne dans un bureau d'un immeuble d'affaires dans une grande ville. Un homme dégarni, âgé d'une cinquantaine d'années, répond. Allô? Bonsoir, monsieur Brutson, c'est monsieur Kérimel. Bonsoir. Alors, ça en est où? Ce n'est pas encore le bon moment. Il y a encore un pourcentage trop important de personnes non vaccinées. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien dans l'immédiat. Ce n'est pas encore le bon moment. Je vois, merci. On se tient au courant, hein? Oui, bien sûr, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au même moment, toujours dans la même ville, dans un gymnase transformé en un centre de vaccination, une personne vêtue d'une tenue d'infirmier tente de se faire entendre dans le brouhaha. Au suivant, s'il vous plaît. Une femme d'une trentaine d'années se lève et se dirige avec ses deux enfants vers cette personne. Bonjour, tenez, voici la convocation pour mes enfants et moi. Bonjour madame, veuillez vous asseoir. Avant de procéder, je vais vous poser quelques petites questions de routine. Êtes-vous marié? Oui. Mon mari aussi a reçu la convocation, mais il travaille. Il viendra quand il aura un moment. D'accord, il n'y a aucun problème. C'est juste pour savoir si votre situation, connue dans nos fichiers, est à jour. Vous êtes sans emploi? En congé sans solde, exactement, pour m'occuper de mes enfants. Je reprends dans 6 mois. Bien. Et vos enfants, ils sont à jour de leur vaccin? Ils sont suivis par un généraliste? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Vous ou vos enfants, vous avez des allergies? Non, pas à ma connaissance. Bien. Est-ce que vous prenez des médicaments? Actuellement, non. Actuellement? Habituellement, oui. Non. Enfin, seulement quand je suis malade. Bien. Nous allons procéder à la vaccination. Commençons par le tout petit Cédric, c'est bien ça? Oui. Tu viens par là, Cédric? Non. Tu vas voir, ça ne fait pas mal. Et si tu ne pleures pas, tu auras droit à un bonbon. Et
voici la petite famille qui se fait vacciner, l'un après l'autre, contre le virus H9N2. C'est un virus qui a subi une transformation génétique et qui serait susceptible de se transmettre aux humains. En effet, 15 cas ont été déclarés officiellement chez l'homme, un virus qui touchait jusqu'à présent uniquement les animaux. La mère et ses enfants sont entrés dans leur maison. Ils dînent avec le père à l'entrée du travail. Il est maintenant 21h30. Le gymnase est vide depuis à peu près une heure. C'est le moment du compte-rendu de la journée. Le responsable du groupe prend la parole. Bonsoir, et encore merci à vous, personnel volontaire. C'est important de le rappeler. Avant de rentrer nous reposer, nous allons procéder au débriefing habituel. Bernadette, je vous laisse la parole. Merci. Aujourd'hui, nous avons vacciné 512 personnes, 199 adultes et 313 enfants. Je vous félicite. C'est plus qu'hier et plus que la semaine dernière. À ce rythme, nous allons certainement atteindre nos objectifs. Merci Bernadette. Cependant, je viens de recevoir, juste pendant que tu parlais, un fax émanant du ministère, informant qu'un nombre trop important de la population n'est toujours pas vacciné. Soit par choix, et cela, pour l'instant, on ne peut pas les obliger à se déplacer, soit par ignorance de leur part. C'est pourquoi je vous demande, lors des entretiens, de conseiller les personnes que vous recevrez à inciter leurs familles et leurs amis à venir se faire vacciner. N'hésitez pas à leur dire que c'est très important pour toute la population. Il est précisé dans le fax qu'une prime de 200 € sera versée à chacun d'entre vous si on atteint l'objectif des 10 000 personnes dans notre secteur. Il se tourne vers Bernadette et, discrètement, lui glisse que, pour elle et lui, les responsables, la prime se monte à 500 € si les objectifs sont atteints. Sans se poser de questions sur la raison de cette prime, l'esquisse d'un sourire apparaît sur le visage de la femme. Retour dans le bureau de l'homme dégarni. Il est 21h56. Au centre de la pièce se trouve une table de réunion. 10 personnes, dont le chef du groupe, M. Brutson, sont en train de discuter quand quelqu'un frappe à la porte. À cette heure, il ne reste plus aucun employé dans l'immeuble, excepté les agents de sécurité. Brutson, de sa place, ordonne à la personne d'entrer. La porte s'ouvre. Kerimel, nous vous attendions, prenez place. Brutson voit Kerimel ranger dans une poche intérieure la carte à puce qui a permis l'ouverture de la porte et dit: Vous n'avez pas encore franchi le pas? Moi, ça va faire 6 mois qu'elle est dans ma main, nargue-t-il. Vous devriez montrer l'exemple. Kerimel ne répond pas et reste impassible. Les voici tous assis. La parole est donnée à une première personne, M. Caillard. Vous avez sous vos yeux la lettre que j'ai fait envoyer à tous les centres de vaccination. Il devenait urgent d'accélérer le processus. Brutson. Kerimel, vous m'avez bien dit tout à l'heure au téléphone que ce n'était pas le bon moment. Kerimel. Oui, je confirme. Mais rien ne nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'expérimenter grandeur nature une vaccination de masse. Mais je confirme cependant que, pour le projet, même si nous sommes prêts, ce n'est pas encore le bon moment. Il y a trop de données aléatoires. Il y a aussi des fuites qu'il faut transformer en pseudo-complot pour que les gens n'y comprennent plus rien. Nos équipes se penchent dessus. Ne précipitons pas les choses. Brutson. Ne nous précipitons pas, mais vous savez qu'ils attendent. Il ne faut pas trop les faire attendre quand même. Kerimel. Ils sont assez intelligents pour comprendre. Brutson. Oui, oui. Nous vous écoutons. Kerimel. Nous vous avons faxé ce soir à tous les centres de vaccination la lettre que voici. Comme vous le savez, le taux de vaccination n'est pas celui escompté. Nous profitons de ce test grandeur nature pour voir si nous pouvons atteindre nos objectifs sans recourir à la force. Cela doit vraiment être le dernier recours. Les gens ne sont pas assez encore conditionnés.
La mise en place de la TNT a boosté le taux d'obéissance, mais ce n'est pas assez. Nos équipes travaillent sur Internet. On ne maîtrise pas assez encore. La porte servant le café aux hôtes. En tout cas, grâce à Internet et son porno, le taux de fécondité a fortement chuté dans les pays équipés. Les hommes se contentent d'une petite turlute vite fait bien fait plutôt que de se fatiguer avec une femme. D'où moins d'occasions de naissance. Là, c'était une excellente idée de ta part, Kérimel. Blanc. Ajoutez à ça tous les poisons qui rendent stériles, qui sont présents dans les produits ménagers, hygiéniques. Lentement, on y arrive, oui, sans parler de la cigarette, de la pollution des automobiles. Mais ça ne va pas assez vite, et surtout, nous n'avons pas la main pour tous les pays. Woodson, ça viendra. J'espère plutôt que prévu. Concentrons-nous sur notre expérience actuelle. Nous allons donc aller jusqu'au bout de l'expérience, peu importe le coût. Au contraire, plus ça coûtera, plus vite la situation économique se dégradera et plus vite la population sera dans le besoin. Blanc, vous êtes ignoblement intelligent. Woodson, je sais, merci. Les personnes de confiance s'occupent de la vaccination. Mais dès aujourd'hui, il faut mettre en place la suivante, en tenant compte de l'expérience actuelle et en s'adaptant. Deux choix s'offrent à nous. Soit nous injectons seulement une substance stérilisante, soit nous injectons en plus la puce. Mais ce deuxième choix ne se fera seulement après accord du labo. Elle n'est pas encore tout à fait au point. Certains exigent qu'elle soit encore plus petite, mais cela pose des difficultés techniques. Blanc. Et ils ne peuvent pas nous aider s'ils sont si pressés que ça? Watson. Non. Aucune interférence avant la prise de contact officielle. C'est la règle. Je vous propose de continuer notre conversation autour d'un bon repas. Rendez-vous dans 15 minutes au restaurant habituel. Chapitre 2. Un début d'explication. Quelques jours plus tard, le groupe d'hommes se réunit de nouveau. Aujourd'hui, les hommes ont été réunis pour être informés de la suite des événements. Des photos à la main, Kérimel prend la parole. Ce sont des pierres qui rappellent un peu Stonehenge, en Angleterre, ou encore les pierres levées ou menhirs de Karnak en Bretagne. Celles-ci se situent en Géorgie, aux États-Unis. 10 commandements ou recommandations, appelez ça comme vous voulez, sont gravés sur ces pierres. Le célèbre et sérieux journal Courrier International a écrit, je vous cite, 10 commandements sont gravés sur les deux faces de 4 pierres érigées verticalement. Ils sont écrits en 8 langues différentes. L'anglais, le russe, l'hébreu, l'arabe, l'hindi, le chinois, l'espagnol et le swahili. Je vous les lis. 1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. 2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. 3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. 4. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toute autre chose avec modération. 5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. 6. Laissez toutes les nations gérer leurs problèmes internes et régler les problèmes extra-nationaux devant un tribunal mondial. 7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. 8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. 9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. 10. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez de la place à la nature. Laissez de la place à la nature. Il a été dit et écrit tout et n'importe quoi au sujet de ces pierres. Mais ce que nous allons vous révéler ce soir, un nombre très restreint de 10 personnes, un nombre restreint de personnes est au courant. Les 10 commandements, vous les connaissez tous.
et vous savez que nous mettons tout en œuvre pour y obéir. Mais Kérimel a du mal à continuer sa phrase. C'est une personne forte, qui ne perd jamais son sang-froid. C'est pour ça que Brunson l'a choisi. Mais ce dernier est très surpris de son agissement. Vous vous sentez mal, Kérimel? Je suis désolé, dit-il haletant. En une fraction de seconde, j'ai réalisé l'importance de ma mission. L'importance du pas que nous allons franchir et... Non, Bon, il s'effondre sur le sol. Il a perdu connaissance, s'écrie Laporte. Après un affolement général, Kérimel reprend ses esprits. Il s'agissait d'un simple malaise vagal. On allonge Kérimel sur le canapé en cuir du bureau. Patron, c'est la première fois qu'il l'appelle ainsi. Je crois que j'ai fait mon temps. Je ne suis plus en capacité d'occuper ce poste. Je suis désolé. Un long instant de silence parcourt la pièce. Des échanges de regards recherchant le moindre indice de ce qu'il se passe ou de ce qu'il devait se passer. Après plusieurs minutes, Brunson prend la parole. Rentrez tous chez vous. Toi aussi, Kérimel. Laporte te raccompagnera. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Kérimel, tu viendras 1 heure plus tôt. Et c'est ainsi que tout le monde obéit aux ordres du grand patron. Les hommes de Brunson se retrouvent le lendemain, même heure, même endroit. Ils sont réunis dans une ambiance très chaleureuse. Le bureau n'a pas changé, à quelques détails près. Les épais rideaux de velours sont tirés, ce qui crée un isolement visuel, phonique et thermique supplémentaire. Le temps est très froid, la neige tombe. Les lumières du bureau sont éteintes. Seules quelques lampes illuminent la table par en haut, à la manière d'un billard. Devant chaque personne se trouve de quoi prendre des notes, le tout posé sur une petite revue retournée. Il y a aussi un verre, une tasse avec une petite cuillère, des petites bouteilles d'eau et des jus de fruits. Sur le bureau se trouvent également des thermos remplis de café ou de thé, et de quoi manger, sucré ou salé. Pas de présence d'alcool ni de tabac. Une ambiance très intime et confortable qui laisse présager d'une très longue soirée. Le grand patron ouvre la séance. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bien installés. J'ai tenu à ce que ce moment reste gravé dans vos mémoires. Mais croyez-moi, il le sera. J'ai certainement sous-estimé l'importance de la mission de notre ami Kérimel. Nous avons eu une longue discussion juste avant de vous accueillir. Nous avons vécu un moment de faiblesse hier soir, preuve que ce n'est qu'un homme, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Il garde cependant toute ma confiance, et se sent ce soir en capacité d'aller jusqu'au bout. Je l'espère en tout cas, dit-il en riant pour détendre l'atmosphère. Il fait signe de commencer. Kérimel. Bonsoir à tous, je vous présente mes excuses pour hier soir. Vous avez devant vous un petit fascicule qui est retourné. Je vous demanderai une très grande discipline et de ne tourner les pages que lorsque je vous le dirai. C'est très important. Quelques échanges de regards pendant de longues secondes, puis Kérimel reprend la parole. Vous pouvez retourner le fascicule. On va le feuilleter dans un moment. Comme vous pouvez le voir, sur la couverture, c'est la Terre vue de la Lune. Elle est belle, elle semble minuscule et isolée. Tournez la page. Ne soyez pas trop pressés. Ne tournez qu'une seule page. Voici la Terre vue d'un aéronef. Sur la page 1, plusieurs images des plus beaux endroits de la Terre. Sous chaque image est indiqué l'endroit où a été prise la photo. Sur la page 2, d'autres images, d'autres endroits. On aurait du mal à croire
que c'est sur la même planète, n'est-ce pas? Le contraste est saisissant. Décharges, marées noires, usines polluantes, déforestation, embouteillages, accidents, famine, guerre, meurtre, etc., etc., etc. Toujours des échanges de regards parmi les invités. Cette fois, très interrogatif. Passons à la page 3. Voici des graphiques. Ils indiquent diverses évolutions. Population mondiale, niveau de pollution, évolution des espèces animales, évolution des diverses ressources ou réserves de matières premières. La page 4 contient les commentaires et des analyses sur les graphiques. Je vous laisse les lire tranquillement et vous pouvez dès à présent poser des questions. Personne ne parle. Il n'y a pas un bruit. Le silence emplit le bureau. Tout le monde lit très attentivement. Certains se servent à boire, eau, café. D'autres grignotent des amuse-gueules. Quelques regards volés vers Botson et Kerimel. Mais tout le monde est très discipliné. Aucune page n'est tournée. Les présentes personnes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou religieuses, sont des personnes intelligentes et sensées. Elles savent que les pages suivantes vont bientôt être lues. Camara pose une question. Je me rends compte seulement maintenant, c'est peut-être à cause de ma couleur de peau qui me fait penser, mais est-ce une volonté de votre part, l'absence de femmes autour de cette table? Kerimel. Oui. Un oui franc et clair, sans hésitation presque menaçant. Ce qui fit hésiter Camara à demander pourquoi. Kerimel reprend la parole. Avez-vous des questions, qu'elles soient en rapport ou non avec ce qu'on vient de voir? Silence. Bon, passons aux pages suivantes. Page 5. Les pierres de Géorgie dont nous avons parlé hier. Je n'y reviendrai pas. Page 6. La campagne de vaccination expliquée de A à Z. Sur ces pages, c'est tout ce qui est disponible par Monsieur Tout-le-Monde. Les pages 7 et 8, ne tournez pas encore, expliquent plus en détail les pages 5 et 6. Mais le même silence qu'hier. Butson lance un regard mitigé entre encouragement et colère. Une manière de dire courage, tu peux y arriver, ou encore si tu n'y arrives pas, t'es viré. Kerimel reprend. Les pages 7 et 8, donc, expliquent de manière plus détaillée ce que seules quelques personnes au monde savent. C'est pourquoi je vous demande de conserver ce fascicule en un lieu très sûr. Et je vous rappelle le serment que vous avez passé. Mieux qu'un long discours, je vous demande de lire les pages 7, 8, ainsi que les suivantes. D'un air studieux, les voici en train de lire ces fameuses pages tant attendues. Pas un bruit. À cette heure tardive, tout le bâtiment est vide. Seul le personnel de sécurité, au nombre de 2, est présent, en plus des personnes qui sont en train de lire. Dehors, la neige tombe toujours. Les rues sont vides. Pas une voiture. Pas un chat. Camara est le premier à parler. Je ne sais pas si c'est la bonne raison, mais je pense savoir pourquoi il n'y a pas de femmes ici ce soir. Kerimel, est-ce que des femmes sont au courant de ça? Kerimel. Oui, mais très peu. D'ailleurs, nous sommes à ma connaissance environ 2000 personnes à savoir à travers la planète. Et parmi ces personnes, seulement 26 femmes. Il existe un registre par groupe. Un groupe étant l'équivalent d'une nation. Chaque groupe possède la liste des initiés. C'est pourquoi
il n'est pas possible de connaître précisément le nombre. De plus, dès demain, vos noms seront ajoutés au registre. J'irai personnellement y apposer ma signature à côté de vos noms. C'est écrit à la main. Aucune trace informatique. Les noms ne doivent pas circuler autrement que par la parole et les stylos. Cependant, les femmes étant peu nombreuses, elles sont connues de tous. Je les connais, vous les connaîtrez bientôt. Un participant ne se sent pas bien. Il demande à sortir. Kérimel l'accompagne aux toilettes. Malgré la confiance, il doit quand même s'assurer, en l'absence de fuite. Le malaise était bien réel. Les informations lues sont plutôt terribles à avaler. Je comprends, dit Blanc, que vous ayez eu du mal à nous parler hier. Une réduction rapide et drastique de la population humaine, indispensable à la survie de la Terre, c'est complètement fou. Et maintenant, nous sommes informés et nous devons aller de l'avant. Je crois comprendre pourquoi aucune femme ne peut être complice de ce massacre. Et avec un calendrier avec ça. Une expérience grandeur nature. Qui aurait cru que la grippe A n'était qu'un leurre pour exterminer la population? Laporte. Tu as lu jusqu'à la fin? Blanc. Oui, j'ai vraiment du mal à y croire. Baudson. Et si je vous dis qu'il y en a un assis autour de cette table? Tous, excepté Baudson et Kérimel, se regardèrent d'un air apeuré. Blanc. Un tox. MacDonald. Un faux. Chapitre 3. Révélation. Blanc. MacDonald? T'en es un? MacDonald se lève, prend la parole, à la place de Kérimel. Tout heureux d'avoir terminé sa mission de ce soir. Le nouvel orateur commence avec ces mots. Voici des années maintenant que l'Union européenne et le Fonds monétaire international prêtent de l'argent aux pays afin que ces derniers s'endettent. Souvenez-vous, au cours du XXe siècle, la même méthode avait été appliquée aux pays africains afin de pouvoir les dépouiller de leurs matières premières. Pour les pays dits occidentaux, on a fait signer au préalable des traités dont il sera très difficile, voire impossible, de s'en dépêtrer. Ces pays devront donc faire des économies financières, moins de dépenses publiques, donc moins de fonctionnaires, d'où moins d'éducation, moins une population ignorante et peu éduquée. Seuls les meilleurs s'en sortiront. Il y aura aussi moins d'hôpitaux, donc moins de soins, moins de remboursement de médicaments. L'espérance de vie diminuera d'elle-même. C'était notre projet initial. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne va pas assez vite. Les humains, en période de crise, ne pensent qu'à faire des enfants. Un vrai paradoxe, alors qu'ils ne peuvent même pas manger à leur faim. C'est une grande différence avec les animaux, qui régulent d'eux-mêmes leur population. Et dire que les humains se sont eux-mêmes définis comme l'espèce terrestre la plus intelligente. Non seulement l'espèce la plus intelligente, mais aussi la période actuelle. Homo sapiens sapiens, rien que ça. Notre nouvel objectif est d'instaurer la loi de la jungle, où seuls les plus forts, les plus intelligents survivront. C'est avec ces gens-là, qui resteront bien entendu toujours des subalternes, que nous comptons mettre en place le nouvel ordre mondial. Nous aurons toujours besoin d'une main-d'œuvre obéissante. Enfin, pour les personnes intelligentes et instruites, et qui osent dire ce qu'elles pensent, ces personnes-là, elles ne devront pas survivre. Par la suite, et après avoir instauré notre gouvernement mondial unique, et tout ce qui va avec, nous pourrons alors nous présenter au grand jour. Car nous aurons en face de nous des personnes totalement dévouées et qui accepteront de gré ou de force nos lois. Actuellement, il nous est impossible de gouverner et de maintenir la paix et la sérénité avec des milliards d'humains. D'où notre projet de régulation de la population. Blanc prend la parole. Excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais bien comprendre. Je vais employer des mots simples et qui décrivent avec exactitude la situation afin que je sois sûr d'avoir bien compris. Et d'être sûr que tout le monde autour de cette table ait bien compris aussi.
Je passe sur les faits historiques, les diverses allées et venues entre la Terre et votre monde, les divers écrits, enlèvements, cercles de culture, etc. La liste est longue. J'en viens à l'actualité. Donc, vous, McDonald, un London Prince, là va de soi. Vous êtes ce qu'on a coutume d'appeler sur la Terre un extraterrestre. Arrêtez-moi si je dis des conneries, hein. Mais cela fait donc des années, que dis-je, des milliers d'années, que vous connaissez la Terre, et vous avez décidé d'en prendre le contrôle. Et non seulement d'en prendre le contrôle de la population humaine, mais d'en exterminer 80%. Et de faire avec les 500 millions restants, des esclaves, c'est bien ça. Tout le monde autour de la table resta muet. Un silence qui dura plusieurs minutes. Des regards interrogatifs pour certains, terrorisés pour d'autres. Même Brutson, jusqu'ici très sûr de lui, semblait déstabilisé. Tous les regards se portaient vers McDonald, qui semblait chercher ses mots. Pour la première fois, il semblait douter. Il devait absolument redonner confiance au groupe. Les années de travail n'allaient pas se terminer par un échec, avec une courte intervention d'un humain dont il n'attendait pas cette réaction. Les humains n'étaient-ils donc pas encore prêts? Et est-ce qu'ils le seront un jour? McDonald veut redonner confiance et essaye de s'abaisser au niveau des humains. Cela ne vous dit pas d'être à la tête d'un groupe? Autant de groupes d'humains que de personnes autour de cette table? Faites le calcul. Des lois, des décisions prises collégialement. Si vous le souhaitez, nous pourrons conserver les drogues que vous voudrez. Vous aurez des prostituées à volonté. Blanc frappe de la table, ce qui fait sursauter tout le monde, y compris McDonald. Mais pour qui nous prenez-vous? Pour des êtres inférieurs, pour des brutes? Nous n'avons peut-être pas vos connaissances technologiques, médicales ou autres. Mais jamais nous n'avons eu de tels projets, c'est inhumain. C'est bien le mot, inhumain. McDonald, vous croyez? Combien de morts dus aux guerres? Combien? Blanc, l'humanité a une histoire, et elle est encore jeune. Elle a fait des erreurs, elle finira par s'autoréguler et par se raisonner. Ça a d'ailleurs commencé dans certains pays. J'espère qu'un jour, elle atteindra l'âge de la sagesse. McDonald, nous pouvons vous y aider. Blanc, en massacrant des milliards de gens innocents? Et même si nous décidions de faire disparaître les êtres vraiment nuisibles ou dangereux, il resterait encore des milliards de personnes. Il s'adresse à Woodson. Je suis désolé, je sais que je suis votre employé, mais je ne peux pas cautionner tout ça. Trouvez une autre personne. Vous aurez ma lettre de démission demain à la première heure. Ne vous inquiétez pas, je conserverai le secret professionnel. Je suis conscient que si ce projet arrive à terme, je ne ferai pas partie des heureux élus. Mais je ne peux pas aller plus loin. Je suis certain que vous trouverez un autre mouton. Brutson, qui a retrouvé la parole, termine la réunion avec ces mots d'une voix plutôt calme, mais moins ferme qu'habituellement. Blanc, je vous attends demain matin dans mon bureau. Pour les autres, nous nous voyons demain, à la même heure, dans ce bureau. Essayez de dormir. À demain, tout le monde sortit tour à tour dans un silence total. Chapitre 4. Piégés à l'hôtel. Les hommes sortent de l'immeuble. Il fait froid. Rapidement, ils se séparent. Les flocons de neige continuent à tomber légèrement. Les New-Yorkais rejoignent leurs épouses dans leur luxueuse maison. Les non-résidents se rendent à leur hôtel habituel à pied. Blanc s'arrête dans une boutique pour s'acheter des chewing-gums et sans doute pour calmer son excitation. Après avoir réglé, il repart à pas rapide. Il n'est qu'à quelques minutes de marche de sa destination. Il neige de plus en plus. Le sol est déjà recouvert d'un superbe tapis blanc éclatant, reflétant les lumières de la ville. Il arrive devant l'hôtel. Le portier lui facilite le passage et lui propose de secouer son manteau plein de neige. Il accepte. Il lui remet ensuite un billet de $20. Blanc pénètre dans sa chambre.
Il téléphone. Il a une rapide conversation. Puis il raccroche. Il allume la télévision et se déshabille. Il prend une douche, enfile son peignoir, puis s'allonge en soupirant longuement, comme soulagé de cette journée soit enfin terminée. Après environ 10 minutes, on tape à la porte. Il va ouvrir. Il se trouve devant une très belle femme, brune d'environ 25 ans, habillée de noir. « J'ai failli attendre, dit-il. Si c'était si pressé, tu n'avais qu'à appeler quelqu'un d'autre qui habite plus près. C'est toi que je désire. Si tu savais comme tu m'excites, montre-moi tes seins. Vite, vite, ils sont si énormes. » Il s'allonge sur le lit et de la plus belle suite de l'hôtel. « Alors, ta journée ? Tais-toi. C'est mal poli de parler la bouche pleine, dit-il en ricanant bêtement. Blanc est marié. Sa femme est restée au pays. La prostituée a un petit ami, mais ils arrondissent leur fin de mois en accompagnant, voire plus, des personnes qui savent se montrer généreuses. C'est le cas ce soir, à la différence que, ce soir, la jeune fille, qui le connaît bien, a un type de contrat spécial. En effet, sur la route de l'hôtel, des inconnus l'ont abordé quelques minutes. Dans son sac et dans sa veste sont dissimulées des mini-caméras qui sont directement reliées à un véhicule à proximité. Les images sont enregistrées en direct, à la fois en couleur et en infrarouge. Les images sont immédiatement envoyées à des personnes bien choisies, dont des journalistes amis. La jeune femme a bien compris l'importance de sa mission, sans bien sûr en connaître la finalité. On lui dit qu'elle ne devrait plus revoir de sitôt l'homme de ce soir. En contrepartie, pour compenser la perte d'un client régulier, une forte somme lui a été proposée. Elle a donc accepté. Même si elles sont restées en vie, plus personne n'entendra parler de ces deux personnes. Chapitre 5. Mise en place du projet. Le lendemain soir, même heure, même endroit, même ambiance feutrée. Le groupe d'hommes est réuni. Blanc manque à l'appel. Brutson prend la parole et dit, en parlant de Blanc, « Il a démissionné ce matin. Ne vous inquiétez pas pour lui, il va bien. Il est conscient que ce qu'il adviendra de lui et de sa famille s'il venait à faire le moindre écart. Je vais être très bref. Je ne vais pas revenir sur la soirée d'hier et j'espère que vous avez compris que vous avez pris une décision. Nous allons prendre part au vote, à main levée. Qui est contre le projet? Silence total. Qui s'abstient? Brutson s'attendait au moins à voir quelques mains levées. Ce n'est pas le cas. Qui est pour? Tous les présents lèvent la main, plus ou moins bien en évidence, ce qui est un signe plutôt négatif pour Brutson. Certes, le groupe a donné son accord à l'unanimité pour le projet, mais il est conscient que le cœur n'y est pas pour la totalité des hommes, et il faudra veiller à maintenir leur motivation. Je prends note. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Nous allons travailler sur un calendrier qu'il faudra respecter scrupuleusement. Les équipes devront être parfaites. Par parfaite, j'entends que tout le monde devra être obéissant comme un chien. Non seulement ceux qui composeront ces équipes ne devront rien savoir, mais ils devront obéir au doigt et à l'œil. Je ne tolérerai aucune erreur de casting. Blanc m'a déçu. Je ne lui en veux pas. Il est humain. Je m'en veux à moi-même car c'est moi qui l'ai choisi. Ne me décevez pas. Il en va de votre vie, de nos vies, de l'avenir de la planète. Dernière chose. Camara en a fait la remarque. Pas de femme. C'est un ordre. Et, au moindre souci, quel qu'il soit, venez me voir immédiatement. Le lendemain, tout ce beau monde se réunit. Ils vont poser sur le papier tous les objectifs détaillés. Ça paraît un peu brouillon. Mais au fil de la journée, ça avance. Les équipes sont formées, les agents sont invités à se voir le lendemain. Il n'y a eu aucun refus. Il faut dire que la carotte est plutôt alléchante.
Un projet de dimension planétaire et un triplement des salaires pendant toute la durée des opérations, qui devrait durer de longs mois. Ils sont prévenus des conditions drastiques. Les jours suivants, les équipes sont formées. Les lieux de rendez-vous sont dispersés dans les différents sites de la ville. Il ne doit pas y avoir d'interférence entre les groupes. Chacun aura son objectif. Ces personnes feront certainement partie des 500 millions de rescapés, à la condition qu'ils restent totalement obéissants. Chaque homme sera à la tête d'une équipe qui aura comme objectif une des 10 recommandations des pierres de Géorgie. Équipe 1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Épandage, grippe aviaire, vaccination de masse, stérilisation, nourriture, pesticides, OGM. Les idées ne manquent pas, les crédits sont illimités. Équipe 2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Des campagnes publicitaires ou des ajouts sur les publicités, exemple pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, sont déjà en cours d'expérimentation dans certains pays. Les moyens de contraception devront être généralisés sur la planète entière. La tâche sera longue, surtout dans les endroits où la télévision n'est pas implantée. Équipe 3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Tâche en cours de finalisation. L'expérience de l'Europe semble bien se concrétiser, malgré quelques dysfonctionnements. La langue mondiale existe, l'espéranto. Là encore, ça semble long. Quelques mois, ça semble insuffisant, à moins d'un choc émotionnel. L'anglais comme langue mondiale n'est pas exclu, ce serait même plus logique et surtout plus rapide. Équipe 4. Traiter de la passion, de la foi avec tradition, toute autre chose avec modération. Ça, c'est pas gagné. Du travail en perspective pour l'équipe 4. Équipe 5. Protéger les personnes et les nations avec les lois et les tribunaux équitables. Le tribunal international de l'Haye devra être renforcé. Équipe 6. Laisser toutes les nations gérer leurs problèmes internes et régler les problèmes extranationaux devant un tribunal mondial. En lien avec la recommandation précédente. Rappel. Les équipes ne doivent pas se rencontrer, mais les responsables le devront, pour éviter les doublons, les gaspillages de temps et d'argent. Équipe 7. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. En cours. Projet déjà bien avancé. Il faudra veiller à ce que ce rythme continue. Équipe 8. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Droits et devoirs en cours. Idem recommandation précédente. Équipe 9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en cherchant l'harmonie avec l'infini. Recommandation plus abstraite, voir avec Baudson pour qu'il se renseigne sur la finalité de cette recommandation. Équipe 10. Ne soyez pas un cancer sur la Terre. Laissez de la place à la nature, laissez de la place à la nature. Veillez à réduire la déforestation, les pollutions, mettre les moyens sur les énergies alternatives et sur les économies d'énergie. Tout le monde a bien avancé. Les jours passent, les personnes qui composent les différentes équipes s'entendent bien. Ce sont des obéissants nés, des bénis oui-oui. Et tout va pour le mieux, du moins ce qui concerne l'avancement du projet. Les semaines passent. La vie continue sur la planète sans que personne ne se doute que bientôt la population du monde passera de 7 milliards d'individus à 500 millions. Tout le monde vit sa vie dans la routine la plus totale. En ce moment, des écoliers vont à l'école, des gens se rendent sur leur lieu de travail, tandis que d'autres cherchent à avoir un travail. D'autres dépensent de l'argent dans des croisières ou dans des trekkings. D'autres cultivent leur jardin. D'autres font l'amour, pendant que d'autres recherchent l'amour ou le payent. Mais à cet instant, personne ne se doute, à part ceux qui savent, de ce qui les attend. S'ils font partie des choisis ou des éliminés. Ils ne le savent même pas. Quelle situation bizarre. Alors qu'il est recommandé dans les livres religieux de se multiplier, voici qu'un petit groupe d'individus a décidé de bafouer cette recommandation. Mieux encore, ce petit groupe a tout simplement décidé d'exterminer ses semblables. Et tout ça, pourquoi ? Pour sauver la Terre. Comment une simple poignée de personnes peut décider de mettre en place un tel génocide ? Et comment peut-elle y parvenir ? Cela en vaut-il la peine ? Est-ce la seule et unique raison ? Qui est donc ce McDonald ? D'où vient-il exactement ?
D'une autre planète? De la Terre du futur? Autant de questions sans réponse. 2 mois se sont écoulés. Les choses ont très mal tourné. Des fuites ont eu lieu. Blanc a tout balancé aux médias. Lui et toute sa famille ont été massacrés quelques jours plus tard. Même ses amis les plus proches ont été tués, ce qui a provoqué une panique folle dans le pays, puis rapidement dans le monde entier. Blanc avait prévu ce scénario. Les télévisions ne parlent que de ça. Ces derniers jours, le ciel des villes du monde entier s'est assombri. Des traînées de fumée verte sont lâchées par d'innombrables avions. Un vent de panique jamais vécu se crée, les gens s'affolent. Les gens se battent, se tuent aux abords des stations à essence, les magasins sont pillés. Le scénario le plus redouté est en train de se réaliser. Le monde est désorganisé. Les bourses ne chutent pas, elles s'écroulent. En l'espace de quelques jours seulement, le chaos règne sur la planète. Quel gâchis! Le plus terrible, c'est que tout ceci n'est absolument pas maîtrisé par le fameux petit groupe d'individus. Même les 500 millions de personnes prévues pour être des esclaves rescapés sont en train de périr, les uns après les autres, soit assassinés, soit parce que l'antidote du poison lancé par les avions ne leur est pas parvenu. Des mois passent. Des petits groupes de population qui ont pu échapper au poison essayent avec grande difficulté de survivre. Survivre à la faim, mais aussi à d'autres groupes qui n'hésitent pas à tuer et violer. On peut dire que le but d'exterminer plus de 80% de la population est atteint, et même largement dépassé. Notre petit groupe d'hommes décideurs, qui avaient pris l'habitude de se réunir, a été dissous, au sens figuré, comme au sens propre, par McDonald en personne. McDonald, bien que non humain, est écœuré. Rien ne s'est passé comme il le souhaitait. Après avoir réfléchi, s'il devait se débarrasser des dernières vermines humaines, il décide de les laisser vivants. Il retourne en direction de sa planète, très déçu par son échec. Il jette un dernier regard sur la Terre. Une planète magnifique et si rare dans la galaxie. Bien sûr, il y a d'autres planètes qui abritent la vie, mais la Terre est une des plus belles à sa connaissance. Après de longues minutes de réflexion, il envoie un message en direction de sa planète, un rapport complet et détaillé, avec la conclusion suivante. J'ai donc échoué. Je sais qu'un retour à la maison est synonyme de honte. C'est pourquoi j'ai décidé de rester sur la Terre. C'est une planète magnifique. J'ai pris la décision de me racheter. Je vais essayer de dénombrer les humains et les animaux encore vivants. Je vais essayer ensuite de m'intégrer dans un groupe sans dévoiler ma véritable histoire. Ça sera facile de jouer les amnésiques. Et j'apporterai mon aide pour faire vivre toutes ces personnes ensemble. Nous repartirons de rien. Nous repartirons sur de nouvelles bases, de nouvelles visions sur notre avenir, en tenant compte du terrible échec de la civilisation précédente. Un monde sans argent, un monde où l'or et les diamants ne seraient que des outils de travail, un monde où la beauté serait simple et naturelle, et non déformée et artificielle. Un monde sans chef, où tout le monde serait l'égal de tout le monde. Un monde sans religion, même si chacun pourra croire à ce qu'il voudra, et même si au fond de moi, je sais que leur Dieu, c'est tout simplement mon ancêtre. C'était Complot par Frédéric Cotronne, moi-même, écrit en 2018.